Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Aujourd'hui, énorme sujet, vous avez été nombreux à apprécier le sujet du PFL la semaine dernière avec un Fernand qui était en feu, tout simplement. Comment ça va, Fernand? Je vais bien. En feu. Toi, t'as des adjectifs, je sais pas où tu les sors. Non, Ok, non, j'étais mais... en feu. Non mais c'est vrai, franchement non c'était, y a même, j'ai même vu les commentaires, il y a eu du mystique Fernand et tout. Non, les gens, je pense qu'ils vont regarder le précédent podcast avec attention et qui va ou non, on verra ce qui se passe pour le PFL, bien vieillir. Avant d'attaquer le gros sujet de la semaine qui est le partage de revenus de l'UFC combattant organisation qui est à 13%, donc qui a suscité beaucoup de réactions. On va se placer du côté de l'UFC, du côté des combattants. L'avantage c'est que Fernand, comme il a son expérience de coach, de manager, de promoteur aussi, il va vous donner pas mal d'informations là-dessus. Il y a les T'as vu actualités comment t'as oublié que j'ai été combattant? et combat. Pardon. Non mais je veux dire, aujourd'hui. Ça, ça se fait pas quand même. Non, c'est vrai. Pardon. Et combattant aussi par le passé, Tu vas pas faire de comeback. Toujours pas d'actualité. Si tu acceptes de prendre le combat, je te prends. Ok, ok. Ah oui, si c'est toi, je me mets bien, c'est sûr, je te mets bien. Ah bah C'est même pas. C'est. d'accord. D'accord, attention parce que tu me donnes 6 mois. Oui, j'ai vu ta prépa physique et tout, mais Ouais, c'est bon, ok, faut pas abuser, ok, arrêtez, calmons-nous, tu vois. ok. Avant ça, donc les actualités, c'est Ares Fighting Championship. Donc toute la semaine dernière, donc annonce du retour de Baysangour Shamsudinov à Ares Mhm, contre un mhm, adversaire, Vargas, c'est vrai, qui était assez méconnu, et puis on pouvait se poser la question. Moi en premier, je me disais, c'est vrai que certes c'est du relatif short notice pour Baki, mais on ne voit pas trop la progression. Le mhm. public qui aussi se pose des questions. Et là, finalement, breaking news. Donc, on a fait une interview de Baki qui se disait, bah, s'il y a un welterweight qui est chaud, je le prends. Et là, ton équipe s'est mise au boulot d'arrache-pied. Baki finalement pour la ceinture et contre un vétéran de l'UFC. J'ai l'impression que c'est tout ce que les gens, en tout cas, tout ce qu'on souhaitait voir pour Baki, vraie progression. Et là, gros step pour lui, avec la ceinture qu'il demandait depuis un moment aussi. C'est ça. C'est une bonne nouvelle pour lui, pour tout le monde. Euh, Pas une bonne nouvelle pour son adversaire, mais qui va être compensé financièrement parce que ça fait un meilleur combat et on va lui trouver un autre combat et il y aura une compensation financière, même s'il ne fait pas le déplacement. Mais en tout cas, on a une meilleure promesse de combat sur cette opposition. Baki a bien fait et de demander mieux. D'ailleurs, je me suis senti obligé d'un peu parler à sa place en affichant les noms qu'il ne voulait pas afficher, en disant simplement, il n'y a aucun reproche. Toutes les personnes que j'ai citées ont la liberté, le droit de choisir, de combattre quand elles veulent et surtout de faire des meilleurs choix. Par exemple, un mec qui combat, par exemple, Amin Ayoub qui combat à 70 kilos, je comprends qu'il ne veuille pas combattre à 77 kilos. Ça a tout un sens pour moi. Je comprends qu'un mec comme euh, Félix Klinger qui dit, moi, je viens de combattre, même si j'ai pas une grosse blessure, mais j'ai des petits bobos ça et là, c'est relou, je vais reprendre le combat un autre jour quand je serai bien. Euh, je comprends tout à fait. Un mec comme Nicolas, j'oublie son nom de famille, c'est un nom polonais. Nicolas, qui est en vacances, parce qu'il a enchaîné juste, je crois, il a fait 3 combats en 3 mois sur Arès et voilà, il dit les gars, moi c'est bon, moi je suis en vacances. Je le comprends, je ne les blâme pas. Je donne une explication pour euh, les autres personnes qui se posent la question, mais pourquoi vous lui donnez un mec qui a 9-10, qui a 9-1, donc 10 combats? C'est déjà pas mal 10 combats. Bah, qui a 6 combats, on lui donne jamais qu'à 9-10. Bon, on dit à l'intérieur des combats, à l'intérieur des palmarès des gars, on voit que peut-être il a été construit, c'est pas un bon nom et tout, mais c'est vraiment pas une volonté. La volonté, c'était de lui mettre des gros noms qui peuvent le faire avancer, comme cet adversaire qui a été déjà classé 47e mondial une fois, qui a déjà été, comment dire, qui actuellement est classé, je crois, 145e, je ne sais plus. C'est énorme, c'est énorme. C'est que le numéro 2 en France, chez les welterweight, Michael Lebou est classé
et dépoussière, je sais plus exactement combien, à part Abdul est classé devant ce mec, il y a très peu de personnes qui le sont et c'est bien. Ça, lui, il est satisfait. Baki, il va pouvoir se tester. Il a envie de se tester, il a envie de voir ce qu'il vaut. Et puis, ça fait une meilleure compétition, une meilleure opposition pour Arès, ça fait un meilleur spectacle. C'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Ceux qui nous suivent sur UFC Fight Pass peuvent aller revoir ses combats. Efren Escuedo sur l'UFC, il a une dizaine de combats à l'UFC. Il a combattu aussi au Bellator, il a combattu à l'ECE. C'est un beau nom. Bah voilà, c'est finalement un happy end pour la recherche de combattants pour Baki. Et pour son premier main event, ceinture pour Baki face à un vétéran de l'UFC, à quoi peut-on s'attendre sportivement? Est-ce que là, il est clairement mis en danger, Baki, ou tu t'attends? Là, c'est vraiment un, un pas logique, une étape logique dans sa progression. Je, Vas-y, vas-y. je pense que c'est un combat dangereux, mais ça reste équilibré dans le sens où il y a l'avantage de l'expérience, certes, chez Efrain, mais de l'autre côté, il y a l'avantage de la fraîcheur, de la jeunesse, du dynamisme et tout. Je pense que il n'est plus à son prime. C'est plus le mec qui était classé 47e mondial, c'est plus pareil, tu vois. Je pense que Paki va pouvoir exploiter la lenteur, la lourdeur ou bien en tout cas le manque d'affûtage qu'il a eu, qu'il avait en tout cas. Et ça va rééquilibrer les choses entre lui qui a une quarantaine de combats, qui va affronter un jeune qui a 6 combats. Ça rééquilibre les débats et c'est super intéressant. Et la question que tout le monde se pose, Fernand, c'est que forcément, là, on est pour le titre incontesté welterweight. T'avais un champion, Abdul Abdouragimov, un champion intérimaire en la personne de Pépi. Que se passe-t-il pour eux? Il sait pas ce qu'ils ont signé ailleurs. Tu te dis que si tu poses la question à l'envers 3 fois, tu auras la réponse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah non, mais sauf que là, ça y est, là, c'est vraiment officialisé. Et est-ce qu'on a, pour toi en tout cas, à peu près des idées de quand tout ça sera officialisé? Euh, Je pense que d'ici quelques jours, on le saura. Vraiment, c'est une affaire de jours. Dans quelques jours, ce sera officiel et vous le savez déjà, il nous est interdit de communiquer sur des combats qui ne sont pas annoncés par l'organisation. Donc, d'ici quelques jours, on le saura. Mais faut juste être patient. Je préfère, voilà. Ok, on avance pour ça. Il y avait aussi un autre gros sujet la semaine dernière. On a été bombardé de questions. Quoi? Vous faites le King Energy, vous nous cachez ce qui s'est passé avec Damien Lapillus. Fernand ne veut pas en parler. Combien de fois, les gars? Combien de fois est-ce que Fernand a refusé de parler d'un sujet? Jamais, tout simplement. C'est juste qu'on avait organisé le King Energy le lundi et que la bombe est sortie le mardi matin. C'est même moi qui a appris à Fernand ce qui se passait. Dès le mardi matin, c'était vers 8 heures, quelque chose comme ça. C'est ça. Comment ça s'est passé, Fernand? Comment est-ce que... Enfin, explique-nous un peu tout ça. Donc là, Damien a pris une suspension de 3 ans pour donc usage de Ventoline. C'est arrivé, je crois, une fois, et c'est ce qui fait... Donc la FLD a effectué un contrôle. Le taux de Ventoline était supérieur à la normale ou à ce qui est autorisé, et donc d'où la sanction. Voilà. Euh, oui, c'est un fait, c'est la réalité. Il a été condamné et puis si c'est la réalité, si c'est la vérité, si ça s'est passé comme ça et dans les bonnes et due formes et tout, ben, il n'y a pas de problème. Oui, ça a été officiel, ça a été effectivement, je l'ai appris par toi. Tu m'as envoyé un message me demandant est-ce que c'est accurate ce qui s'est passé ce qui se passe sur la terre. Je t'ai dit qu'est-ce qui se passe et tu m'as parlé de Damien. Oui, Damien il y avait déjà une affaire en suspens depuis quelques mois déjà. Et je pense qu'ils ont poussé le truc et finalement, ils ont décidé que c'était une condamnation qu'ils devaient donner à Damien, condamnation de 3 ans. Vous connaissez ma position avec la lutte antidopage, aucun intérêt à cacher quoi que ce soit. Nous, on a voulu que ce soit public. On a souvent demandé que ce soit public. Rappelez-vous sur Ares 1, Dakar au Sénégal, on a, on a
payé carrément parce que l'AMA ne voulait pas se déplacer, l'Agence mondiale antidopage ne voulait pas se déplacer, n'avait pas prévu un déplacement, mais comme on voulait que tout le monde soit testé, on a payé à Dakar au Sénégal pour qu'on ait des tests. Ensuite, on a contacté l'USADA très rapidement pour faire une collaboration avec eux pour qu'on ait des tests parce que le projet d'arrêt, c'est devenu une organisation saine, une organisation où on sait qu'on sera testé systématiquement. Et donc, du coup, aucun intérêt, aucune volonté de vouloir protéger, protéger Damien Lapillus ou qui que ce soit, qui était d'ailleurs à Dakar au Sénégal, qui a battu le vétéran de l'UFC, Chajeski. Et donc voilà, c'est pas la première fois qu'il est testé déjà chez nous à la salle, puisque on est l'une des rares salles en France qui a été testée probablement une bonne dizaine de fois. Des tests inopinés et sur lesquels je demandais à mes athlètes tous ensemble de collaborer. J'ai des anecdotes où vraiment j'insiste en disant, bon, c'était à l'époque où le MMA n'était même pas encore légal. Et donc, du coup, mes athlètes posaient la question, pourquoi on va se soumettre? Le MMA n'est pas reconnu, qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme punition? On va être banni de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne reconnaissez même pas le MMA, mais vous venez juste nous mettre des bâtons dans la rue. Et puis, je disais, c'est le moment de montrer qu'on est clean, qu'on est vert, qu'on est bien. Et puis, si jamais il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas clean, ben on le saura. Ça va pouvoir réguler les mentalités et vraiment apporter l'éducation sur le dopage. D'ailleurs, au MMA Factory, il y a eu des formations de dopage avec l'accompagnement de l'AFD. L'AFLD arrivait au MMA Factory. On faisait la formation. Il y a une formation que je donne souvent au coach au MMA Factory pour la remise à niveau. Et sur cette formation, on avait un module dopage qui venait expliquer les dérives du dopage et notamment les produits qu'on ne soupçonne pas être des produits dopants, des produits qui soignent le rhume, par exemple, qui sont des produits dopants. Donc, nous, on n'a aucun intérêt, tout au contraire. C'est qu'il faut lire dans si jamais c'était... pourquoi je vous parle de si jamais? L'avocate de Damien est persuadée qu'il y a une erreur. Les deux médecins spécialistes du poumon et de la respiration sont persuadés qu'il y a une erreur. Ils ont décidé de faire une réclamation. C'est leur droit. C'est pour ça que je laisse le si dessus. Mais si jamais c'était confirmé qu'effectivement, la loi, on est pas au-dessus de la loi c'est fait pour tout le monde. À partir du moment où nous, on est invité sur ARES, des officiels de l'AFLD et qu'on fait des tests réguliers à tous les athlètes sur ARES tout le temps, c'est pas pour que certains athlètes soient à l'abri et que d'autres, certains soient protégés, ça n'a aucun intérêt. Le but vraiment, c'est de montrer, attention, si vous passez par là, soyez clean. Si vous n'êtes pas clean, vous allez être chopé par les radars. Donc, c'est plutôt un bon signe du fonctionnement que du dysfonctionnement quand on peut mettre la main sur les personnes qui ont triché. Mais je souhaite juste à tout le monde que les lois soient respectées, puis comment dire, les protocoles de tests et tout, et des sanctions soient respectés, parce que nous pouvons danser autour d'une tombe à un moment donné parce que ça ne nous concerne pas, mais s'il y a un dysfonctionnement sur la manière dont les contrôles sont faits et qu'il y a un dysfonctionnement sur les chiffres qui sont donnés et en fonction des pathologies qu'on a, vous pouvez vous retrouver mêlé à des choses compliquées. Sur Arès, on a 3 personnes qui sont euh, asthmatiques. Ça pourrait arriver à quelqu'un d'autre si c'est une erreur. Mais si c'est pas une erreur et que réellement il est sous le coup de la loi, non, c'est bien qu'il soit sanctionné, c'est bien qu'il soit. Moi, vraiment, je n'ai pas à répondre dessus ou quoi que ce soit à juger dessus. Ce que je souhaite juste, ce que nous tous nous souhaitons juste, c'est que les choses soient bien faites de façon à ce que ce soit équitable pour tout le monde. Et à partir de là, je n'ai aucun problème. Et est-ce que, parce que en fonction de ce qui va se passer pour Damien, toi tu prévois soit de renforcer ta vigilance par rapport à tes athlètes là-dessus, parce qu'on sait que, comme tu l'as dit, toi t'es un fervent défenseur des contrôles antidopage, t'as déjà été impacté sur Arès avec Marcel Sichef qui était promis un vrai bel avenir et qui a été pris par la patrouille. Là, il y a Damien Lapillus qui est porteur de la ceinture, qui était prévu pour un deuxième titre. Est-ce que, en fonction de ce qui va se passer, tu vas mettre en place des protocoles supplémentaires avec tes athlètes?
c'est déjà fait, hein, mais ça permet de faire des rappels à tout le monde, de dire, bon, vous êtes convaincu que vous êtes à l'abri d'un contrôle de flag rouge sur le dopage, mais vous ne l'êtes pas du tout. Je ne permets pas à mes athlètes, surtout ceux d'élite, les athlètes qui sont sur les hautes compétitions comme l'UFC, de prendre le moindre médicament sans l'avis du médecin de l'UFC. Systématiquement, j'ai le numéro direct de Jeff Nowitzki et à la seconde où Nassoudine, William Gomis, Taylor Lapillus, ils ont envie de prendre un médicament, la première des choses qu'ils font, ils ont le réflexe, ils font une photo, ils m'envoient, je transfère tout de suite et 5 minutes après, j'ai la réponse. Oui, non, oui, non, oui, non. Et c'est systématique. Alors, je te parle même pas de la supplémentation alimentaire comme de la protéine qui va être coupée avec d'autres trucs. On a des logos et des labels qui sont posés dessus. Et donc, ce discours, je l'ai depuis des années déjà, très longtemps. Tous qui me connaissent le savent. J'ai fait des dingueries pour que tout le monde soit testé. Il y a une anecdote où les gars de l'AFLD arrivent à la salle, ils demandent des noms. Ils arrivent, ils demandent des noms, ils ont une liste et ils disent, bon, on veut voir un tel, on veut voir Christian Pumbou. On dit non, Christian Pumbou, il n'est pas là aujourd'hui. Bah non, il faut qu'on le voie et tout. Je dis, bougez pas, je vais l'appeler. Salut, salut, tonton, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Il me dit, OK, viens, il y a des gars du contrôle antidopage qui t'attendent et tout. Ils m'ont même crié dessus en faisant, mais qu'est-ce que tu fais? Faut pas leur dire, il faut que ce soit une surprise. J'ai dit, mais non. Là, il s'agit d'une amitié. Je vais pas mentir à mon ami, viens, tiens, surprise, contrôle antidopage. Je lui annonce la couleur et je sais qu'il ne va pas fuir, je le connais, il va venir. Et puis, genre 15 minutes après, tonton était là, il s'est fait tester, les gars se sont fait tester. Nous, on a toujours été prompt à se faire tester. On a toujours bien reçu les gars de l'AFLD. On a demandé avec exigence qu'il soit sur toutes nos compétitions, vraiment toutes nos compétitions. Et donc, du coup, non, on va continuer à faire ce qu'on fait, c'est de conseiller, de prévenir, d'expliquer qu'au-delà de la volonté, il y a ceux qui connaissent l'histoire. J'avais déjà eu un jeune qui avait parlé de dopage avec quelqu'un à la salle et qui lui proposait quelque chose. Je l'ai affiché devant tout le monde en plein cours, j'ai stoppé tout le monde. Je suis allé le voir, je l'ai appelé au centre de la salle et je l'ai présenté à tout le monde en disant, ce monsieur a proposé tel truc à Sami Faïdine. Et donc, je vous dis, méfiez-vous, faites attention à lui, les jeunes, ne l'écoutez pas, c'est un vendeur de rêves, il vend des produits machin. Et j'ai dit, bon, tu vas à l'accueil, on te rembourse et tu sors de notre salle. C'est vraiment une volonté de rester clean, que ce soit dans la salle, que ce soit dans le management et que ce soit avec, avec Ares. Et d'ailleurs, c'est un miracle. Avec le nombre de combattants qu'on brasse, qu'on n'ait pas plus de cas de dopage, quoi. Enfin, vu le nombre d'athlètes qu'on a, il y a des, il y a des, il y a des personnes qui pourraient soit au hasard parce qu'elles n'ont pas su ce qu'elles faisaient, qu'elles ont consommé un produit qui était contaminé, soit simplement parce qu'elles sont malhonnêtes et qu'elles sont dopées et qu'elles nous ont cachés. On aurait déjà pu avoir ça, mais ça fait des années, on est contrôlé, ça se passe plutôt bien. Donc non, j'ai pas de problème avec un jeune que je vois depuis, ça fait quasiment 12 ans que je vois euh, Damien Lapillus avoir son inhalateur quand on voyage, qu'on machin, et enfin, c'est son médicament, quoi. Mais vous le voyez dans les films, même quand vous n'êtes pas asthmatique, vous voyez bien que, enfin, c'est une catastrophe si un jeune asthmatique se retrouve quelque part sans son inhalateur. Donc, je ne vais pas entrer dans les débats d'essayer de le défendre en disant peut-être que la dose était dépassée, peut-être qu'il a pris trop de bouffées de. Je suis pas un expert. Je me retire. Je suis pas un expert. Je viens pas pour le raconter. Je viens pour vous dire que je souhaite juste que ce soit bien fait pour tout le monde et que s'il y a des erreurs, qu'elles soient réparées. S'il n'y a pas d'erreur, qu'il soit puni
c'est la loi, c'est comme ça. Et puis à partir du moment où on respecte ça pour tout le monde, c'est bien. Et en termes de sanctions, par rapport aux États-Unis avec l'USADA, il y a pas mal de personnes qui se sont dit, c'est vrai que les résultats soient inversés, donc on n'a pas de 100 décisions, mais c'est des défaites pures et dures, c'est 3 ans de suspension pour quelqu'un qui, je crois, avec Damien, fait sa première infraction. Est-ce que tu trouves que le système français est juste? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi en mode, bah, dès que t'as fait une infraction, tu ne devrais tout simplement pas pouvoir revenir. Euh, je n'ai pas à le juger. Le système, il est là pour tout le monde. Il est français, il n'a pas choisi une essai. Bah, et puis, ce n'est pas que sur lui que ça s'applique. Il y a d'autres Français qui ont déjà été chopés, ils ont subi les mêmes peines. Donc, si la loi, elle est là, et si le texte dit que ça mérite 3 ans, bah, ça mérite 3 ans sur le territoire français. C'est comme ça. Et puis, c'est comme ça et tu fais avec et il n'y a pas à discuter. Il y a des choses qui ne sont pas passibles de peine de mort en France, mais qui sont passibles de peine de mort dans d'autres pays. Et bah, si c'est le cas, bah, tu vas t'amuser dans ces pays-là à faire, à être contrevenant dans ces pays, tu te mets en danger. Ce que je veux simplement dire, c'est que le plus important n'est pas la peine si elle est dure ou pas dure. Il faut lutter contre le dopage. Il faut absolument lutter contre la tricherie. Du peu que je connais Damien, et je le connais beaucoup, ça fait plus d'une dizaine d'années, on peut lui reprocher tout, mais pas la triche. Je ne le vois pas comme un tricheur. Voilà quoi, c'est pas un jeune, et j'ai cette sincérité avec tous, hein. Je vous dis, si tu avais été là sur ma discussion avec Marcel Chichev, c'était hallucinant. Enfin, c'était une vraie discussion à un moment donné, il reconnaît en venant, quand il était en Russie, il a pris tel produit et puis donc au moment de reconnaître que je lui dis d'avouer tout ce qu'il a pris et de marquer sur sur un papier et il se met à bricoler, à dire des choses qui ne sont pas très claires sur le papier. Et, et je sens qu'il protège certaines choses. Je lui dis, t'as pas compris. Le principe de l'AFLD ou le principe de l'AMA, c'est de lutter contre le dopage. Ça veut dire que tous les indices que tu donnes, tu es un peu comme une poucave, enfin, en vrai. Tu n'as pas le choix. C'est où tu veux la rédemption, tu poucaves bien et tu peux expliquer en détail où tu as pris limite le nom de la pharmacie où tu as acheté ton truc, ou bah, les mecs se rendent compte que tu te moques d'eux et donc du coup la sanction va être plus dure. Donc c'est ce discours-là que j'ai avec les gars en disant il faut que tu assumes ce que tu as fait et que tu payes à la société ce que tu as fait et que tu valides ce que tu as fait et comme ça on passe à autre chose. Donc aujourd'hui, si c'est le cas, c'est le même discours que je vais avoir avec Damien. Aujourd'hui, on est dans la situation où son avocate est persuadé qu'il y a non simplement euh, une erreur selon les médecins qu'elle a consultés, mais elle dit aussi que il a eu l'autorisation en bonne et due forme qui lui permettait d'avoir ce qu'il a eu comme dose en cas de crise. Et elle dit aussi que les médecins lui disent autre chose, mais surtout, bon, au point où on en est, je ne peux pas, moi, aller dire que c'est le cas. Et donc, je vais lui dire, écoute, Damien, tu n'as qu'à assumer ce que tu as fait et tout. Ferme ta bouche, ne discute pas. Non, c'est un langage que je lui tiendrai s'il est convaincu de dopage. Mais aujourd'hui, il est en train de faire appel. Laissons que ça se fasse. S'il est condamné en deuxième instance, bah, il n'y aura plus qu'à plier et dire, bon, Damien, voilà quoi. Si tous les médecins sont d'accord que tu as été dopé, si l'agence mondiale, l'agence au-dessus de l'AFD est d'accord que tu es dopé, bon, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que tu es dopé, peut-être à ton insu, peut-être que tu ne le savais pas, le dosage que tu prenais, mais tu as été dopé et convaincu de dopage contre avec le mot ventoline. Je ne vais même pas aller entrer dans les détails de l'efficacité de la ventoline, à quoi ça sert. Ça sert à rien. Là, dès que tu passes la ligne rouge, tu l'as passée et tu es sanctionné. Et donc, je n'ai pas d'autre chose à dire dessus que je souhaite juste que ce soit juste pour tout le monde, de façon à ce que tous les athlètes là dehors soient en sécurité. Quand on fait un protocole, on sera sûr que c'est très, très précis. Ce n'est pas l'agent qui vient vous faire le dopage
qui ouvre les petites boîtes, les petits bocaux dans lesquels vous allez mettre vos échantillons d'urine. Il vous indique quoi faire. Vous les touchez avec vos mains pour pas il les contamine, pour pas qu'ils soient accusés de quoi que ce soit. Le protocole est très précis. Ce protocole, il est le même aussi sur l'administratif. Il faut qu'il n'y ait pas de procédure et que ce soit fait dans les bonnes et due formes. Et puis ensuite, il y a le fait que ça se discute sur des taux, des machins, parce que la personne, elle est déjà malade. Et donc, du coup, la ventoline ne pourrait pas agir pareil sur un malade que sur un non-malade. Mais ces détails-là, je laisse les techniciens travailler dessus. Moi, je sais simplement que je souhaite que Arès soit une compétition sans dopage. C'est ce qu'on fait depuis le début. On propose toujours, ils le savent, hein. Vous demandez à n'importe qui à la FLD, ils me connaissent, ils savent que je leur mets toujours à disposition les meilleures conditions sur Arès pour qu'ils soient bien installés. Je leur donne les conditions pour qu'ils puissent tester et je leur dis si vous avez des soucis de communication ou de refus d'obtempérer de certains athlètes, faites-moi signe, je viendrai à votre secours. Donc, je suis très coopératif dessus et je souhaite que chacun des athlètes le soit dans notre salle. Je souhaite que chacun des athlètes qui a une idée ou un soupçon de dopage d'un de ses collègues puisse me prévenir de façon à ce que j'aille faire de la prévention. Juste de dire à la personne, attention, les enjeux sont beaucoup plus complexes que tu penses. Tu penses que tu te sentiras mieux, tu vas gagner un round, tu vas gagner 2 rounds, mais c'est ta vie que tu mets en danger. Et de toutes les façons, quand tu vas être chopé, le radar, le radar va te faire rétrograder en 3e division alors que tu étais en 1re division. C'est le cas de Marcel Sichev, qui était 2 combats et puis il était à l'UFC. 2 combats de lui, promesse de l'UFC, il était à l'UFC et puis bon là on recule. Là il est obligé d'attendre que il lui reste je crois 1 an et demi ou 2 ans à purger avant de recommencer la compétition. Dans le cas de Damien, c'est une sanction, c'est limite la sanction à vie. Mais voilà, pour Damien, c'est la question que je me posais. En cas de confirmation, ce serait fin de chantier ou tu le ferais combattre dans des organisations un peu plus exotiques? Non, je pense que le principe de la sanction sur le dopage, c'est de comprendre pourquoi ils le font. Ce n'est pas juste de dire je vais les faire combattre, c'est de comprendre la logique de leur fonctionnement. La logique, c'est de dire que la personne qui a triché, il faut qu'on lui mette un handicap qui revienne à égalité avec ceux qui n'ont pas triché. Ça a un sens. Qu'on lui retire les combats, c'est dur, mais c'est comme ça. Si tu respectes la loi, tu n'as pas ça. On a eu des athlètes aussi qui ont profité des victoires chez certains. On a eu, voilà, effectivement, vous me direz, il y a des pays où on ne retire pas des victoires. À l'UFC, on ne retire pas des victoires. Il y a des machins. Mais c'est la loi. Si vous mettez dans la loi, vous allez être condamné. Vous devez juste assumer ce que vous avez pris comme condamnation. Et puis, si vous êtes hors loi, si vous ne voulez pas vous trouver sous le coup de la loi, vous allez juste vous protéger. Et c'est pour ça que je dis, vraiment, faites attention. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte que tous les jours, elles sont sous le coup de la loi parce qu'elles prennent un médicament pour le rhume, mais que si c'était testé, serait positif. Enfin, il faut faire attention. Le site de l'AFLD est très précis. Vous avez toute la liste des produits, vous pouvez aller checker, vous pouvez aller regarder, ça va vous éduquer. C'est important pour tout le monde. Faut pas l'ignorer, faut pas faire comme si ça n'existe pas, le dopage. Ça existe, c'est une réalité et j'aimerais qu'on soit dans ce monde-là de rêve où le dopage serait derrière nous, quoi. La boucle est bouclée, Fernand, sur ce sujet. Place au gros dossier de la semaine. Donc vous le savez, l'UFC, c'est la plus grosse organisation de MMA au monde. Selon certains observateurs, 90% de l'argent généré dans le MMA vient de l'UFC directement. Et donc John Nash, journaliste pour Bloody Elbow, qui est spécialiste un petit peu toutes ces questions financières, généralement on était sur un partage de revenus entre 17 et 18% vers les athlètes, le reste vers l'UFC. Avec le rapport de 2022 est sorti, donc on a 1,14 milliard de revenus générés par l'UFC en 2022, record pour l'organisation, et entre 13 et 14,5% qui vont aux athlètes, donc une part qui est réduite parce que l'UFC a réussi à faire des économies entre 2021 et 2022 puisqu'ils ont payé 32,8 millions en moins à leurs athlètes pour atteindre une somme totale de 146 millions pour l'année
2022 qui vont en faveur des athlètes. Donc il y a beaucoup de gens, Fernand, qui sont en train de se dire « Waouh, c'est scandaleux, l'UFC, on est à 13% pour les athlètes, alors qu'en NFL, NHL, NBA, on est à 50-50 pour un partage de revenus. » Toi, est-ce qu'avec toutes les casquettes que tu as, parce que d'un côté, quand tu vas être manager par exemple de Cyril Gane, tu vas avoir envie que Cyril il reparte avec 50 millions. De l'autre côté, quand tu es en tant que promoteur, bah forcément la couverture, tu vas plus vouloir que ça aille du côté du promoteur. Qu'est-ce que tu penses de ces chiffres et est-ce que pour toi c'est quelque chose de préoccupant pour le sport dans lequel tu évolues aujourd'hui? Non, c'est pas préoccupant parce que ça va. Ce qui est préoccupant, c'est trop de gens qui parlent sans savoir de quoi ils parlent. C'est ça qui est vraiment préoccupant. Ce qui est préoccupant, c'est le manque d'expertise sur les sujets abordés. En général, les réseaux sociaux et Internet ont permis à beaucoup de personnes d'avoir la parole et c'est des personnes qui ont un vrai de vrai dans la vie de tous les jours. Si c'est votre voisin, il ne parle pas. Il ne dit rien. Et si vous êtes à l'école, en classe et tout, il ne parle jamais. Il vient, il traverse l'école. Enfin, il est dans l'école, mais il ne fréquente même pas. Il vit même pas la classe parce que tellement il n'a pas la parole, tellement il ne sait pas quoi dire. Mais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui parlent et ça induit en erreur. Là, aujourd'hui, il y a il y a beaucoup de fausses histoires et de mensonges qui circulent sur Twitter et on ne s'en rend pas compte. Euh, en gros, pourquoi je dis que ça ne met pas en danger l'industrie du MMA, c'est que il suffit à faire mieux que ça. En réalité, on va le savoir très rapidement. Il y a le PFL qui met un modèle business en place. Ils vont aller partager 50-50 avec les athlètes. On va voir combien de temps ça tient. Aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est que la loi de l'offre et de la demande va peser à un moment donné et l'UFC va voir tout le monde partir s'ils ne font pas du bon boulot. Et donc, du coup, ça va se réguler. Ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu as une organisation qui s'appelle la CEFC. Bah, à partir de maintenant, décide-toi de partager les réunions à 50% avec les gars qui sont, avec les amateurs qui viennent chez toi. Quand tu reçois un sponsor, tu prends la moitié des sponsors et tu leur donnes. Et on va en parler, on va voir l'équilibre que ça te donne au bout de 10 ans. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas confondre les modèles sportifs. Il ne faut pas confondre les modèles de NFL qui sont très différents, qui sont structurés très différents, sur lesquels je ne maîtrise même pas complètement les données. Je sais juste que les modèles sont différents et que on a un modèle euh, qui est beaucoup sur l'investissement. Aujourd'hui, l'UFC est encore à l'étape de construire un sport. Nous tous là, tant que nous sommes LS, LSFC, Ares, Bellator, PFL, nous tous là, on profite de la construction que l'UFC est en train de faire en tant que pionnier. L'UFC fait des sentiers et nous donne l'opportunité de profiter de cette lumière. Quand l'UFC crée un UFC gym à Shanghai et que ça lui coûte 22 millions, c'est un investissement qui nous bénéficie à nous parce que ce UFC gym ou ce UFC Institute est gratuit pour les athlètes de haut niveau qui y vont, comme celui de Vegas, mais c'est de l'argent foutu par la fenêtre parce qu'ils n'en tirent pas de bénéfice. Tous les athlètes de l'UFC, ils sont 700 sur le roster environ, vont à Vegas, vont à Shanghai et ont le droit de s'entraîner comme ils veulent dans des institutions qui sont hyper pimpantes. Ils ont le droit, ils ont de la bouffe qui est fournie, ils payent, mais c'est vraiment dérisoire. Ce qu'on leur demande, c'est vraiment du remboursement à prix coûtant de ce qu'on leur offre comme manger là-bas. Et puis, ils ont du massage, ils ont de la prise en main, de la thérapie, des soins, de la préparation physique. Ils ont tout ça dans l'institut. Et ça, ce sont des investissements. Quand l'UFC dit, je vais aller en Afrique, je vais ouvrir un UFC Institute, ben ils vont aller enterrer 27 millions, 30 millions. Et ça, c'est le rôle d'une organisation qui a pour but de faire de la promotion sportive, contrairement à une fédération qui est déjà installée avec une institution.
le mode de NFL est un mode quand même qui est différent. C'est que le mode de, vous voyez un peu la Fédération française de football a à la fois le côté euh, privé d'une société, mais à la fois le modèle fédéral d'une fédération sportive et les deux combinés ensemble gèrent le truc. Et donc, du coup, quand on a besoin d'une ligne budgétaire, une aide et tout de l'État, quand il s'agit de l'équipe de France ou en tout cas de la fédération française et tout, il y aura des aides qui vont être générées alors que l'UFC n'aura pas d'aide du tout. L'UFC, non, il se débrouille tout seul en tant qu'entreprise privée pour faire ce qu'ils font. Et donc, à chaque fois qu'ils sont en train de travailler, ils doivent garder des sous pour que chaque fois qu'ils ont terminé avec une cage, qu'ils puissent fabriquer une autre, qu'ils puissent avoir une autre cage derrière. Le canvas, la bâche qu'on met au sol pour une compétition sportive, bah, le canvas, vous ne vous rendez pas compte, mais tous les événements de l'UFC, il y a un nouveau canvas parce qu'il y a de nouveaux sponsors à chaque fois et qu'il y a quelque chose de nouveau. Et donc, on le remet systématiquement. L'habillage de la cage, on refait systématiquement les voyages, les déplacements, le photographe. Euh, Mike Roach, le plus ancien photographe de l'UFC, un ami, je l'ai invité à venir sur Arès. Je me suis déchauffé parce qu'il se déplace avec une espèce de demi-conteneur en fait de trucs juste pour la photo. C'est un délire. Et donc je lui dis bah est-ce qu'on peut pas s'arranger que je loue des appareils sur Paris et que tu viennes. Et elle me dit non, j'aime bien avoir mes trucs à moi, mes lumières à moi, mais voilà. C'est tout ça qu'on ne se rend pas compte que c'est de l'investissement, le personnel qu'on a en termes de. Vous voyez bien que le PFL, ils ont beau accélérer, ils ont beau avoir beaucoup d'argent qui rentre, ils n'ont pas le même personnel que l'UFC. Ils n'ont pas un personnel qui est là depuis, qui a des salaires, qui est posé, qui est formé et qui. L'UFC, ils arrivent sur Paris, ils emploient environ 400 personnes. C'est énorme, ça, comme nombre d'emplois. Donc, si tu veux, euh, moi, je suis pas prompt à critiquer tout le temps en disant oui, mais vous aurez dû partager parce que ces mecs-là font des bénéfices et ils sont pas cons. Ils savent que si on veut continuer à faire des bénéfices longtemps, il faut qu'on s'aligne avec la concurrence. Et donc, c'est pour ça que je te disais que le problème de la concurrence, naturellement, va tout régler. Le Bellator, on a attendu longtemps que le Bellator vienne faire la concurrence et vienne rétablir la vérité, qui donne les 50% et qui soit meilleur. Bah non, ils sont en train de fermer boutique, ils sont en train de se vendre au PFL. Donc aujourd'hui, le modèle qu'on critique est toujours, on critique toujours, on tape sur les leaders parce qu'ils sont des pionniers, parce que personne n'a fait avant eux, parce qu'ils creusent quelque chose. Je ne te dis pas qu'il n'y aurait pas moyen de revoir les salaires. Je ne te dis pas qu'il n'y aurait pas moyen de travailler dessus. Je dis simplement que de la même manière que je n'accepterai pas que tu viennes faire ton impérialiste sur mes sociétés à moi pour me dire combien je paye tel employé ou tel employé, de la même manière dont je te dis à toi, fais attention. Parce que le jour où je vais mettre mes pieds dans la sueur et que je vais dire, bon, écoute, tel gars et tout, tu le payes comme ça, viens lui doubler son salaire, tu vas me dire, mais Fernand, calme-toi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai besoin de mettre de côté, j'ai besoin de réinvestir pour l'année prochaine. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est bien, c'est que si tu les payes très mal, bah, ils iront voir ailleurs. Si les gars de l'UFC ne vont pas voir ailleurs, c'est parce que ça va. Pour le moment, ça va. Et que moi, je comprends pas pourquoi on se croit plus intelligent que Israël Adesanya ou bien Ousmane Kamaro. Ils sont dans le bain, ils sont à l'intérieur, ils prennent leurs sous. Ils sont même très proches même de certains qui partent. Mais ils disent, frère, vas-y, t'inquiète, gère pour toi, moi je gère pour moi, je m'en sors bien. C'est pour dire que, attention, euh, il est facile pour nous, quand on n'est pas du monde du MMA et qu'on ne gagne pas notre pain avec le MMA, de considérer que le MMA, c'est un jeu et d'aller expliquer aux gens comment gagner. Alors qu'on a une société de plomberie et dans notre société, bon, on dit aux stagiaires, non, écoute, tu viens d'arriver, moi, je te fais un stage gratuit, tu me portes ça, tu déposes là-bas, tu portes ça. Et moi, j'arrive et tout, je te dis, mais t'abuses. Le petit, là, il vient faire son stage.
Au lieu de le laisser porter des tuyaux de plomberie gratuitement, tu aurais pu lui donner quand même 500 euros. Je lui dis non. Moi, je lui donne de la connaissance. Il vient faire un stage chez moi, je lui apporte de la connaissance, je le forme, je l'éduque, je lui apporte le métier tout de suite. Et quand il va partir d'ici, il aura gagné quelque chose. Moi, j'aurais gagné un peu quelque chose parce qu'il n'a pas encore l'expertise pour travailler au haut niveau d'ingénieur, mais il peut encore faire le manœuvre. Entre-temps, je lui donne de la connaissance. Bah, c'est ça qu'on oublie, c'est que la monétisation de ce qu'on ne donne pas directement à l'UFC tout de suite, elle se compense avec la valorisation qu'on fait sur la montée en puissance des athlètes. Personne ne fait des embedded dans le monde. Personne ne fait des embedded. Il y a combien de gens qui font les embedded? Non, c'est clair. Ouais, Le non, c'est PFL vrai. n'a pas d'embedded. C'est vrai. Ouais. C'est que le PFL ne te vend pas un athlète, il ne te montre pas la puissance d'un athlète. Ce sont les embedded qui ont aidé Abdullah Abdouragimov à être connu aujourd'hui. Les petits embedded qui ont, enfin, toute proportion gardée. L'UFC, c'est là, Arès, c'est là. Mais on a imité ce modèle d'embedded pour arriver à quelque chose où Abdul, quand il combat au brève, il combat au brève. Personne ne le connaît. Et aujourd'hui, quand tu dis à Abdul, écoute, mon ami, le boss du brève et tout, il a envie de te voir combattre, est-ce qu'il y a moyen? Il dit non, c'est mort. C'est mort. Enfin, j'y ai combattu, c'est pas le même niveau, c'est mort. Je ne veux pas. Voilà quoi. C'est pour ça que je te dis, il s'est valorisé entre ce que une vidéo, un contenu peut lui apporter. Vous avez déjà vu ça quand vous faites du sponsoring. Quand je vends un athlète pour aller faire du sponsoring, je vais négocier pour dire, OK, je veux que mon athlète prenne 100 000 pour qu'il soit l'ambassadeur d'une marque. La marque va négocier en me disant, bon, nous, au lieu de te donner 100 000, on va te donner 70 000, on va te donner une vidéo, on va tourner une vidéo de lui pour notre publicité d'une valeur de 30 000. Mais ce contenu de vidéo va te faire du bien, toi, parce qu'on met en valeur ton athlète et du coup, d'autres sponsors et d'autres marques vont voir le moyen en lui de pouvoir l'utiliser comme ambassadeur parce qu'il passe bien à l'image. Aujourd'hui, ce que je te dis, c'est que quand tu t'appelles Israël Adesanya et que tu vends 700 000 pay-per-view, crois-moi, sur les 700 000 pay-per-view que tu as vendus, il y a bien 450 000 pay-per-view qui appartiennent, qui sont là dû au fait que tu as combattu dans l'organisation avec les 3 lettres, UFC. Si on enlève les 3 lettres et on te prend tout seul, isolé, et qu'on te demande de faire le genre de pay-per-view, non, tu ne réussis pas. Les pay-per-view du PFL aujourd'hui, ça fait, je sais même pas s'ils font 15 000 pay-per-view. Et juste, Fernand, des gars comme Adesanya, toi, t'es pas encore à ce niveau-là, mais les gars comme Adesanya, comme John Jones, tu penses qu'ils prennent combien par pay-per-view? Ils Vendu. prennent, euh, ils prennent $2 Ok. par Ok. pay-per-view. Parce qu'en gros, c'est ça où. Donc ça fait Le, maximum 1,4 million, quoi. En plus le de bonus. maximum qu'on prenne, le maximum qu'on puisse prendre, ça va chercher sur les 4. Ok. On commence, les premiers pay-per-view que tu fais, tu prends $1 par pay-per-view vendu. Ensuite, tu vas monter au bout de quand tu passes les premiers 400 000 pay-per-view, bah, tu vas passer tout de suite à 2,50 pay-per-view, par pay-per-view vendu. Bah, c'est déjà pas mal et c'est correct. Enfin, faut bien comprendre que tu n'es pas le seul athlète sur la fight card. Moi, vas-y. Tu as beau Ouais. raconter que tu t'appelles Connor et que c'est toi celle qui vend la fight card, mais non, il y a quand même quelques personnes qui viennent te regarder, mais qui n'auraient pas basculé à acheter s'il n'y avait pas Pimblet dans le coin. Tu vois ce que j'ai dit ou pas? C'est toujours ce rapport-là de se dire que, OK, on est à Paris, on va faire un peu pay-per-view, mais il y a un global de personnes et on ne va pas te donner à toi seul. Si on te donne déjà, imaginons, tu as fait 1 million, bah, sur les 1 million, on te donne 2, bon, tu te retrouves avec 2 millions, c'est déjà pas mal, compte tenu du fait qu'il y a ce que l'UFC doit garder pour investir, parce que c'est éditer un peu per view, ça coûte de l'argent.
Quand tu vois, comment il s'appelle, le marque qui gère le PPV, Endeavor. Quand Endeavor, tu signes un contrat avec eux pour qu'ils gèrent tes PPV, la base de la base, pour mettre l'outil en place, tu es déjà à 70 000. Il n'y a même pas l'entretien, il n'y a rien. L'outil pour que tu puisses négocier la vente, si tu es une petite organisation, tu n'as même pas encore amorti juste l'outil que tu as utilisé pour pouvoir mettre en place ça. Donc, sinon, tu as des PPV qui sautent. Tu as vu des grosses compétitions, tu en es témoin, où le terminal de vente de PPV saute parce que trop de cartes sont connectées en un instant. Il y a un gros investissement à faire. Et ce gros investissement ne peut pas faire dans certains modèles business, notamment celui de l'UFC. Et je dis que je ne suis pas là à plafonner les montants des athlètes, puisque j'ai des athlètes à l'UFC et je souhaite que ça soit exponentiel et qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Quand ils gagnent beaucoup d'argent, moi, je gagne un peu d'argent à côté. Donc, je suis directement impacté. Mais j'ai l'obligation et l'honnêteté intellectuelle de vous dire que il est très difficile de faire mieux. Alors, moi, par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'était plus... Aujourd'hui, les Adesanya, les Kamaru Usman, je suis d'accord avec toi, ils sont très bien payés, et les John Jones aussi. Mais est-ce qu'ils ne sont pas... Comment? Est-ce qu'ils ne pourraient pas gagner, sans aller en type boxe anglaise, mais est-ce que tu trouves pas qu'ils pourraient gagner plus par rapport à ce qu'ils rapportent à l'organisation? En fait, c'est plus là, moi, où je me positionne, tu vois, par rapport à l'UFC. C'est ce que je viens de te dire. Ce que je viens de te dire, c'est que je ne sais pas jusqu'où il pourrait gagner. Moi, je vais dans j'essaie toujours de me mettre dans les bottes de la personne qui est le chef d'entreprise. Et je me dis, ce serait bête quand même. J'ai l'impression que ce mec, quoi qu'on dise, c'est un génie. C'est pas n'importe qui tous les matins qui se lève et qui transforme une start-up en licorne. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un mec qui achète une boîte à 2 millions et la transforme en 8 milliards. C'est pas tous les matins qu'on voit ça. Donc, ce mec n'est pas très stupide. Enfin, il est au-dessus de la moyenne. En principe, son équipe et lui sont intelligents. En principe. Je le vois. Je vois leur move, comment ils font. Il arrive que j'aille négocier un truc pour Cyril et je vais pour négocier un truc de 2 millions. Et le mec, il s'assoit et il te dit, bon, on a bien réfléchi, vous méritez plus. Là, on va rajouter ça et on vous donne ça. Et on se regarde, genre, OK, merci beaucoup. Mais on est en mode, wow, 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 qu'est-ce qui vient de se passer là? Donc, ces mecs sont futés et ils savent que plus ils donnent et plus on va être bien avec eux. Explique-moi pourquoi ces mecs, entourés d'économistes, entourés de mecs intelligents, ne sont pas assez futés pour se dire, si je donne un peu plus à John Jones, à Francis, à Adesanya, à machin, je donne un peu plus, je vais trouver mon équilibre et derrière, j'aurai un retour sur investissement. Comment ils ne le font pas? C'est ça. Du coup, je suis prudent et je me dis, attention, nous, on ne connaît pas les dépenses qui se passent de l'intérieur. On ne sait pas en fait ce qui se passe. Il y a des dépenses que tu fais souvent que tu ne fais pas, que tu ne sais pas en fait. Il y a des gens, tu vas le voir et puis tu vas pas compter ce qu'il a. Tu sais pas que peut-être il y a des escrocs, gars de la sécurité que vous ne connaissez pas et ça dépense. On ne sait pas comment ils gèrent leurs fonds. Ce que je sais juste, c'est que ces personnes nous ont prouvé qu'elles étaient des brillants entrepreneurs. Et dans le temps, elles reçoivent les critiques et quand elles reçoivent les critiques, elles s'adaptent. Et là, elles refusent de s'adapter trop. Et elles disent, c'est simple. Moi, je veux te payer proportionnellement à ce que tu m'apportes. Et la preuve, c'est que tous les grands vendeurs de PPV ne se sont jamais plaints. Brock Lesnar n'a jamais dit, oh, c'est abusé, vas-y, je dégage et tout, c'est très mal payé. Et pourtant, il est payé 10 fois mieux en faisant du catch. Mais il venait volontairement faire l'UFC parce qu'il était gracieusement payé, parce que Dana reconnaissait la valeur ajoutée qu'il a. Connor,
quand il a eu des brouilles avec l'UFC sur l'argent, c'est parce qu'il était dans l'excès de dire, les gars, je veux m'asseoir sur le board, je veux des parts sur votre board. Je ne veux pas un poste, je veux des parts. Et là, Dana lui dit, bon, t'es gentil, fiston, t'es vraiment mignon. Je peux te donner la publicité au centre de l'octogone. Je peux te donner une augmentation. Je peux te rajouter un point sur les pay-per-view. Je ne vais pas te donner des parts dans cette boîte. Bon sens. Donc, on est d'accord et tout de suite, Connor, il sait que la discussion, c'est gagnant-gagnant. Au lieu de pousser la machine, il s'arrête. Il est content de voir Purple 12 au milieu de la cage. Il sait que la discussion, c'est un petit coup. L'élastique, elle est tirée. Il faut au bout d'un moment que, avant que ça casse, que vous vous arrêtiez et que chacun ait un bout d'élastique. Parce que si tu dis trop fort, ça va lâcher à un moment donné. Bah, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens, moi, je vous compte mon expérience. Je suis pas, je vais pas mitonner sur un truc de. Ça m'arrange en fait de m'aligner avec tout le monde et de dire oh venez on paye plus, on paye plus, on paye plus. Ça m'arrange en vrai puisque on est mieux payé comme ça. Mais je dois dire la vérité. Je vous dis que entre avoir 50% de 20 000 pay-per-view faits par le Bellator, je préfère avoir 1% de 4 millions de pay-per-view faits de l'autre côté. Enfin, c'est juste du bon sens. Et le promoteur, il te dit, ne me demande pas de partager avec toi ce que moi, je l'applique aujourd'hui. Tiens, je le donne gratuit. C'est un truc que j'applique qui est simple. Le jour où vous allez, vous voulez vraiment créer un modèle de performance, un modèle qui marche bien avec les salles de sport, vous allez sur ma bio, Fernand Lopez, sur Instagram et tout, vous allez dessus, vous allez avoir la liste de tout ce qu'on met en place, des formations et tout ce qui va avec. Je le dis encore, vous avez une salle de sport. Pendant des années, j'ai payé des personnes qui venaient, qui étaient coachs, et qui faisaient semblant d'être investis, mais qui venaient juste s'entraîner avec les élèves. Fait comme si elles donnent, s'investissent pas en pédagogie, s'investissent pas en communication, s'investissent pas dans le bien-être de la gestion des conflits dans la salle. Ça veut dire que le gars s'est dit, moi j'ai mon salaire qui va tomber de toutes les façons, j'ai 4 000 € qui tombent à la fin du mois. Qu'est-ce que tu veux que je pète 1 heure de mon temps là à vouloir gérer ces deux jeunes qui se prennent le chou alors que je peux rentrer chez moi? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas impacté par ce qui va se passer. Pourquoi tu veux que j'aille faire des photos que je vais poster sur Instagram ou faire un live alors que je n'en ai rien à tamponner? J'ai mon salaire qui va tomber. Laisse-moi rentrer chez moi. Et ensuite, demain, je viens donner mon coup et mon salaire va tomber. Au fil des années, quand je me suis fait douiller plusieurs fois, je suis arrivé à la conclusion que je vais trouver un modèle qui fait qu'il participe. Dorénavant, tu vas être prof dans mon écosystème, tu vas arriver et ensuite, il y aura un partage. Ça peut même commencer en ta faveur. OK, vas-y, tu es au démarrage. Donc, du coup, tu n'as pas encore beaucoup communiqué. Tu n'as pas encore eu de la lumière. Tu sais quoi? Tiens, tu vas avoir 70% des inscriptions à la salle. Tu fais ton cours de capoeira, 70% c'est à toi. Dans 1 an, 50-50. Dans 3 ans, quand tu auras 3 000 élèves, on va peut-être passer à 60-40 pour moi. Ce qui est intéressant dans ce modèle business, c'est que le même mec qui disait, quand il était hors de ton écosystème, oh, Fernand Lopez, il aime trop la lumière, il va vite capter rapidement qu'il faut la lumière. Sinon, il ne vend pas. Très rapidement, son cerveau va tourner, va dire, oh, je suis impacté en vrai. Si je ne sors pas mon téléphone pour filmer, il y aura des conséquences et je ne vais pas vendre. C'est le même principe. Tu t'appelles Dana White, tu as une compétition, le mec arrive du Caucase, il a 22-0, il est muet,
Il ne dit rien. Il arrive en combat. Il arrive, il tabasse le gars en grand impact, il rentre chez lui. Il tabasse le gars, il rentre chez lui, il ne parle pas, il ne vend pas de pay-per-view. Bah écoute, désolé, je ne peux pas te faire combattre. C'est ce qui s'est passé avec Habib. Habib, pendant longtemps, il demandait, je veux un top 10, je veux un top 15, je veux un top 10. Personne ne le calculait. Parce qu'il ne vendait pas, il ne parlait pas, il ne voulait pas parler. Ensuite, le bourg, il a compris. Il s'est mis à apprendre l'anglais, il a parlé l'anglais, et il a sorti le mot smash. Et il a dit, il va smash everybody. À partir du moment où il a dit, il va smash everybody, bah, il n'avait pas beaucoup de langage, il n'avait pas beaucoup de vocabulaire, mais il mettait des mots-clés. Il disait, give me your chicken, envoyez-moi votre petit poulet là qu'on a, je vais le smash. Et bah voilà. À partir de ce moment, on lui a donné des top 10, des top 3, on lui a donné la sanction, on lui a donné tout parce qu'il apporte quelque chose, il y a une plus-value. Vous ne pouvez pas demander à un industriel, à un entrepreneur, de vous donner des parts, un salaire sûr, et lui n'a rien. Moi, j'ai bouffé du pain noir, comme on dit, pendant des années. À l'époque, ça s'appelait Crossfight. J'avais ma fille aînée qui venait de naître et tout. Elle est née la même année que l'OMMA Factory. Je l'avais dans la salle en train de lui mettre du donner le biberon. Je la posais sur un coussin. J'ai nettoyé la salle. J'allais faire le coup de Muay Thai. Je descendais faire le coup de MMA. Je revenais donner un coup de préparation physique. Je nettoyais la salle. Je fermais la salle à la fin. À la fin du mois, je prenais tout ce qu'il y avait comme argent dans les caisses. Je payais tous les employés et je n'avais rien. Il ne me restait plus rien et je rentrais chez moi. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a une douille quelque part. Il y a des personnes qui arrivent et qui ne s'investissent pas. Mais quand tu donnes cette limite-là et que tu dis, bon, c'est simple, tu vas manger le gibier que tu as chassé. Il n'y aura rien de plus. Tu veux manger, tu vas à la chasse. Tu ne vas pas à la chasse, tu n'auras pas. Et je te promets, le gars, il devient archi bon communicant. Il devient archi bon vendeur de n'importe quoi. Il te vend n'importe quoi parce qu'il a compris que sa vie en dépend. Mais si sa vie n'en dépend pas et qu'il a son salaire qui est surposé, ben il n'a pas de problème. Mais est-ce que tu trouves que ça, c'est la bonne approche, on va dire, quand t'atteins le stade UFC? Parce que pour moi, c'est Dana White aussi qui avait dit ça, you eat what you kill, mais dans mon état d'esprit, tu vois, je me dis, quand t'es un combattant UFC, les gens devraient déjà se dire, ça y est, tu l'as fait, et t'as ce statut-là, tu vois. Non. Parce qu'il y a des gens qui combattent à l'UFC, on ne les connaît pas encore. Sérieux. Moi, j'adore William Gomis, c'est mon fiston. On est allé à l'UFC, il a combattu, mais on ne connaît pas encore. Il faut qu'il se développe. Et pour qu'il se développe, il faut qu'il participe. L'UFC lui met une machine en place. L'UFC t'envoie des gens et te disent, nous, sur Arrêt, c'est ce qu'on fait. Quand tu arrives au photocall et que tu es assis et que tu parles de ton combat qui va se passer, tu as le choix de dire, bon, ouais, bah écoute, on va voir ce qui va se passer demain. Ou tu as le choix de dire, les gars, demain, je vais mettre le feu, je vais faire ceci, cela. Vous écoutez les gens qui sont chez eux, qui ont d'autres métiers, ils sont médecins, ils vous disent, oh, mais vous êtes arrogant, il a parlé, il est arrogant, pourquoi il a dit ça? Comment ça, il a dit qu'il va finir John Jones? Il est ouf. Il est payé pour ça. Toi, tu as fini ton métier de médecin, tu as bien fait tes chirurgies, tout ce que tu faisais, tu as bien bossé. Tu arrives sur son boulot à lui, tu lui dis non, ne bosse pas, fais la gueule à ton patron. Ah, du coup, le gars est là, il est comme un mort, il ne vend pas le combat. Et enfin, tu arrives au bout du compte et tu dis, moi, je veux quand même toucher comme les gars touchent à la boxe anglaise. Mais non, c'est du mensonge qu'on vous raconte. La boxe anglaise en France, il doit y avoir 2 ou 3 mecs qui touchent des sous. Le reste des grands boxeurs qui ont 40 combats et tout, ils touchent des 500 €, des 700 €. Faut pas croire que les gens touchent des masses parce que tu ne touches que ce que tu as chassé. Tu ne vas manger un gibier que tu as chassé. Comptez pas sur les patrons pour te donner de l'argent. Et ça vaut dans toutes les entreprises. Tu ne peux pas. Tout le monde le fait. Je te dis, notre deal avec Canal+, ou avec UFC Fight Pass, il y a le fixe. Et puis, il y a, si vous passez tel nombre
de viewers, vous avez ça, vous avez... C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Ne demandez pas à un mec de vous donner. Et je t'ai dit juste que toi et moi, on est ici assis, on est confortable. Et on s'est dit, moi, je pense que vu le milliard qu'ils viennent de prendre, ils pourraient à l'aise donner 2 millions à chacun en plus. Mais le gars te dit, tu n'es pas dans ma comptabilité, tu ne peux pas dire ça. Tu n'as pas le droit de venir arbitrer ce qui est chez moi sans savoir. Parce que le jour où j'aurai un problème et que je dois déplacer tout un événement comme il a fallu déplacer l'événement quand on devait faire combattre John Jones et qu'on a remis tout le monde dans l'avion, dans des jets pour déplacer, délocaliser un événement qui était déjà là, à Vegas, on l'a amené complètement dans un autre état, bah, il faut de la caisse, il faut qu'il y ait des sous dans la caisse, il faut qu'il y ait du cash, il faut qu'il y ait l'argent pour fabriquer une bulle sanitaire. Imagine si l'UFC n'avait pas mis de côté, comment ils auraient fait pour avoir la bulle sanitaire qui a fait continuer l'OMMA à Abu Dhabi, à Abu Dhabi quand il y a tout qui était fermé. NFL fermé. NFL qui ont le meilleur modèle business fermé. NHL fermé. NBA fermé. Tout avait fermé avec le Covid. Devine qui était la seule organisation ouverte. Le mec qui est le plus bête de l'espace. C'est le mec que vous considérez comme le plus stupide, qui a le pire modèle. Pas le plus stupide. Ah non. Moi, je trouve pas du tout que c'est le plus stupide. C'est que pour moi, c'est le meilleur modèle quand tu te places du côté de l'entreprise. Côté entreprise, investisseur propriétaire de l'UFC, c'est parfait. Si tu te places du côté des athlètes, je pense que c'est pas le meilleur modèle. Je suis même pas d'accord. C'est parce qu'il n'y a pas de côté de entreprise ou côté de combattant. C'est là où les gens se trompent. Le meilleur modèle business, c'est le modèle de Guillaume et moi. Ce n'est pas le modèle quand tu es du côté de Guillaume ou quand tu es du côté de Fernand. Le meilleur modèle, c'est le modèle qui fait que toi, tu puisses t'en sortir et moi, je puisse me pérenniser. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ce que Dana dit, c'est si je vous verse les montants d'argent que vous voulez, bah, l'UFC fait une boutique demain. Et du coup, c'est bien pour toi, c'est plus bien pour moi. Et si je te donne rien du tout, parce qu'il pourrait, Dana White pourrait faire des combats à 1 000 € en premier combat, je paye et je combats, frère. Moi, j'ai des athlètes, des bons athlètes. J'ai des athlètes, tu leur dis 0 € à l'UFC contre un top 15, il y va, il paye son billet d'avion et l'hôtel. Donc, ces mecs-là pourraient encore visser. Mais non. Ils disent, on donne 10 000 à tout le monde. On commence à 12 000 avec certains. William Gomis a commencé à 12 000 €. Ils auraient pu donner à William 8 000 €. Tu crois que William aurait dit non? Le gars devait combattre sur Ares. Le lendemain, il combat sur l'UFC. Non, ils lui ont donné 12 000 plus 12 000 pour la victoire. OK. Cyril, il a commencé à 16 000 plus 16 000 parce qu'on reconnaît, bon, il est talentueux, il a quelque chose. OK. Ce que je dis, c'est que je ne dis pas que toi, tu dis qu'il est, que les autres personnes disent qu'il est bête. Je dis que implicitement, si vous ne reconnaissez pas en lui la capacité de pouvoir se dire que si je ne donne pas, si je ne nourris pas assez mon écosystème, je vais me retrouver seul, il y a un problème. Il faut que tu comprennes ça. Ce que je te dis, c'est que tout le monde qui travaille à l'UFC, Joe Rogan, Cruz, DC Cormier, tout ce beau monde, les habits que tu vois, Marc Goddard, tout ça, ils ont la liberté de s'arracher quand ils veulent. Ils sont allés où? Ça fait 30 ans ils sont là. Bruce Buffer, ça fait 30 piges. Regardez, quand vous avez les doutes sur quelqu'un et qu'on vous parle mal de la personne, regardez le nombre de personnes avec lesquelles il travaille toujours. Retenez ce que je viens de vous dire là. Quand vous avez les doutes sur quelqu'un, regardez le nombre de personnes avec lesquelles il travaille toujours. Ça veut dire qu'il est bon pour créer son écosystème et le maintenir à flot. Ceux qui ne sont pas contents vont dire que je reviens sur ma personne, mais je vais donner un exemple qui va vous faire comprendre que je ne reviens pas sur ma personne. J'ai besoin de donner des exemples par là. Quand vous avez une salle comme le MMA Factory qui s'ouvre depuis 2012, jusqu'à date,
et que vous avez des concurrents qui se sont réveillés progressivement et qui ont fermé boutique après, je vous parle de que ce soit Platinum, que ce soit comment il s'appelle, Obified, que ce soit Venom Camp, quand vous avez toutes ces salles-là qui ont fermé progressivement, ça veut dire que la concurrence est rude et ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose qu'on a compris. Il y a peut-être quelque chose qui fait que quand on fait des photos de groupe, alors que c'est un seul cours et qu'il n'y a pas tous les cours, on se retrouve avec des centaines de personnes. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'on a compris. Arrêtez juste d'écouter ce qu'on vous dit. Peut-être que là-dedans, là, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand j'observe ce qu'ils font, je me dis, le PFL a un gros potentiel. Don't get me wrong, ils sont bons, ils ont l'argent, ils ont un gros potentiel. Je dis simplement, quand ils auront réussi à gérer le nombre de guerres internes qu'il a eu Dana White, parce que quand il y a l'argent, il y a les guerres qui arrivent. Il va falloir faire des arbitrages. Il va falloir dire en 5 secondes montre en main, Dan Hardy, tu ne viens plus à l'UFC. 5 secondes montre en main, tel, tu ne peux plus venir sur les post-conférences d'Ares. C'est mort. 5 secondes montre en main, il faut faire des arbitrages. Malgré ça, tu continues à avoir forte communauté, tu continues à tourner, tu continues à exister. C'est là où tu te dis, il y a quelque chose qu'il a compris. Ah oui, il a complètement compris, mais c'est un peu comme... Et la NFL, tu vois, ils sont toujours pas arrivés là, et c'est ce problème-là aussi. Certaines stars, en attendant d'avoir leur gros contrat, tu vois, ils ne vont pas jouer plusieurs matchs de la saison, ou parfois même toute la saison. Et c'est là aussi où moi, je trouve ça un petit peu dommage pour l'UFC, où quand on a des Francis, quand on a des John Jones, des Masvidal, ou même Connor pendant le Covid, où on voit que la question de combien il est payé, de s'il va revenir, je trouve que ça pollue un peu, et quand t'atteins ce statut-là, on devrait juste être dans une situation à la Adesanya où tu vois que lui, il a toujours été très content de combien il a été payé, il combat, je vais pas dire autant de fois qu'il le veut, mais on a l'impression que on le voit régulièrement et t'es pas pollué par ça, parce que je trouve que les fans dans le sportif, si tu captes ça un petit peu ici et là, ça va un petit peu te détourner de l'essentiel qui est la performance. Genre là, tu vois, Aljamain Sterling qui publiquement s'embrouille avec Dana White. Je trouve que c'est dommage parce que sur le papier, Sean O'Malley contre Sterling, on devrait juste parler du choc sportif que ça va être plutôt que sur combien le mec est payé, le fait que le gars revienne alors que l'UFC, enfin qu'il n'était pas forcément d'accord avec ça, tu vois. Malheureusement, ça, c'est dans l'idéal de monde. Tu penses vraiment que toi, tu as envie de t'embrouiller avec des gens dans ta société, Guillaume? Alors, je n'ai pas envie, mais tu vois, ça n'arrive pas en NBA. Quoi? Alors vas-y. Non, ça arrive pas en NBA, ça. Mais tu veux rire. Vas-y, Quand dis-moi. quand tu as revu le documentaire sur Jordan, est-ce que tu as vu le niveau Ah oui, d'embrouille? ah non, mais je parlais pas financièrement. Financièrement, les gars sont contents, tu vois. Ah non, 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 il y a des négociations qui ne vont pas. Non, 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 tu peux pas dire ça. Il y a des négociations qui ne vont pas. On ne peut pas. Il y a des ligues où il n'y a pas de drama, Mhm. où on n'en parle pas, où on n'évoque pas. Mais ce que je te dis, c'est que des personnes mal payées et mécontentes, il y en a toujours eu partout. Ça n'existe pas, ça. Mais ça n'existe. Mais dans quel monde on vit? Oui, Ça non, mais n'existe oui, pas, ça. ça arrive, mais tu sais que Même le à gars la va fonction, trouver il y a une. des mecs qui sont pas d'accord et qui disent C'est clair. je suis catégorie C, on me paye tant, pourquoi lui on le paye tant? Mais non, c'est pas possible. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que dès que tu arrives en tête d'une entreprise, tu deviens assujetti à des arbitrages. Les arbitrages font que tu vas devoir dire, comparer le pour et le non, et c'est là où tu deviens intelligent. Pour faire simple, il y a des gars sur Ares qui vont dire, moi je comprends pas, ce mec est moins bon que moi, il est mieux payé que moi. Tout dépend du contexte de signature. C'est toujours le rapport de l'offre et la demande. Tu viens me voir, moi j'ai pas besoin de toi. Tu me dis je veux combattre sur Ares. Bah écoute, je tire au plus bas possible. Je te dis écoute, je dis n'importe quoi, je te donne 1 000 € plus 1 000 € en cas de finish. Ok.
Et tu apprends quand tu es déjà signé sur Ares, oh punaise, il y a un mec là qui touche plus que moi. Et pourtant, ce mec, je suis classé mieux que lui et je suis plus. Et je te dis, attention, le jour où j'avais besoin de ce mec-là que tu vois, j'étais dos au mur. Tu as vu là, Baki, il devait combattre. On cherche un adversaire, on ne trouve pas. On a eu l'accident de Damien Lapillus. On a Baki qui va renforcer un peu la carte. Et derrière, on a un adversaire, Vargas. Baki fait la gueule, il dit bah, moi, je veux mieux, je veux vraiment me tester, je veux me mettre en danger. Et on va trouver quelqu'un. Le gars, il est vétéran de l'UFC. Il dit bon, les gars, je vous explique. Moi, je veux tel montant. Ensuite, moi, je veux 3 personnes dans l'avion. Ensuite, moi, je veux 2 nuits d'hôtel. 4 nuits d'hôtel avec deux chambres. Ensuite, moi, je veux. Et tu vas dire, OK, non. C'est là où l'arbitrage intervient. Je vais pouvoir te donner ce salaire-ci parce qu'effectivement, short notice, tu le mérites et j'en ai besoin. Si je t'appelle pas, je n'aurai pas de combat. Et donc, du coup, ça change la donne. Par contre, les billets d'avion à plusieurs personnes, je ne vais pas te le donner. C'est un principe chez nous. Ça ne change pas. Même l'UFC qui est archi riche et tout, tu fais la ceinture, il te donne 2 billets d'avion pour les coachs. Tu ne fais pas la ceinture, tu as toujours Fighter plus one. Ça ne bouge pas, ça ne change jamais. Qui que ce soit, ça ne change pas. Fighter plus one. Même quand tu veux le surclassement, je demande le surclassement de Cyril Gane quand il n'est pas champion pour aller en business. Le matchmaker est mon ami, il me dit, je vais t'arranger. Je vais t'augmenter les sous en termes de cash. Tu vas acheter les billets d'avion business class avec, mais moi, je ne vais pas marquer sur un document business class. Parce que sur le principe, on nous donne des business class de première classe qu'à des champions. Point barre. C'est comme ça qu'on organise une société. C'est comme ça qu'on gère une entreprise. C'est toujours l'offre et la demande. Si j'ai besoin de Efren Escudo là tout de suite, je suis obligé de céder un peu à quelque chose et lui, il va céder un peu de terrain. Par exemple, Efren, il ne voulait pas faire 5 rounds, il a demandé 3 rounds. Et je dis non, c'est un principe. Surtout Benjamin Dava. C'est Benjamin qui a plus dit non à ça. Non, c'est un principe. Tout le monde, Arès, fait 5 rounds quand c'est la ceinture. Et bien, on se met à discuter, est-ce que c'est possible? OK, 5 rounds. On ne peut pas faire autrement, c'est le principe, ça ne va pas changer. 5 rounds si tu fais la ceinture. Et ben, il dit OK. Bon, on arrive à une conclusion. Voilà comment ça marche. C'est toujours l'UFC te donne ce que tu peux lui apporter ou alors négocier en fonction de ce que tu as. Qu'est-ce qui fait que les autres personnes ne vont pas ailleurs? Surtout que, en vrai de vrai, créer une ligue, c'est rien en vrai de vrai. Ça veut dire que si l'UFC est dans le faux, il suffit qu'aujourd'hui, 3 grands champions ou même 6 champions s'associent, mettent des sous en commun, lèvent des fonds à côté, ils créent la ligue et ils battent l'UFC à plate couture. Ils mettent des assurances à tout le monde, pêle-mêle, grosse assurance, grosse mutuelle. Ils mettent des salaires de 2 millions à tout le monde. Ils mettent ils mettent tout le monde bien. Business class, tout le monde bien. Par devine quoi? Ils vont dépouiller l'UFC. Mais sur combien de mois? Donc, je me méfie toujours. Moi, j'accueille bien les critiques, mais quand j'accueille beaucoup de critiques, quand on est entre nous et que je ne peux pas le dire publiquement, je vais dire à Benjamin, mais moi, je me pose la question, pourquoi ils ne vont pas créer la ligue et puis ils nous montrent comment on fait? Comme ça, on va voir comment ils réussissent mieux que nous. Parce que c'est toujours ça la question, c'est que, entre-temps, le mec est game changer. Bah, moi, j'aimerais qu'on aille le battre. On l'a battu, on va discuter, on va voir comment ça parle. Yes. Affaire à suivre en tout cas pour tout ça, mais bon, moi j'espère. Toi, t'es pas d'accord. Mais non. Ça, c'est les discussions que j'aime. C'est que ça parle, ça argumente, et à la fin, tu dis, bon, c'est bien, tu m'as tout expliqué, mais je m'en moque. Moi, j'aime bien l'obélateur. Moi, je m'en fous. Non, non, pour moi, l'UFC sont évidemment les numéros 1.
mais c'est juste, c'est Non, non. peut-être. On ne Vas-y. se pose pas la question s'ils sont numéro un. La question ne se pose même plus. Il Ah n'y a oui, pas de ah oui, débat, il n'y a non, pas de photo. oui. C'est la question est, est-ce que leur modèle est bon ou est-ce que toi, tu pourrais faire mieux en termes de modèle business? Est-ce que ce serait viable d'augmenter les gens? Les augmentations dont on parle, c'est de ça que je te parle. C'est juste augmenter, c'est tout. Mais pour. C'est que Vas-y, dans ma boîte vas-y. à moi aujourd'hui, il y a des gens qui bossent et qui veulent, qui veulent des augmentations. Bah, du coup, est-ce que c'est viable si on les augmente? Mhm. C'est que, est-ce, et puis, est-ce que c'est viable si je les augmente pas aussi? Parce que comme je t'ai dit, il y a la menace de la concurrence. C'est qu'aujourd'hui, tous les arbitres de l'UFC pourraient décider de ne plus arbitrer à l'UFC et ne arbitrer ailleurs où ils sont bien payés. Les ringers, là, ils pourraient décider, on ne fait plus ringer à l'UFC, on va ailleurs, le PFL nous paye, on y va. Tu sais que d'ici Cormier, c'est un homme d'affaires. D'ici pourrait dire, bon, frère, c'est quoi? Moi, je vais au Bellator. Je ne veux rien entendre. Bellator. Est-ce qu'à un moment donné, on se pose la question, pourquoi ces gens ne bougent pas? Ah non, mais parce que pour moi, pour ces gens-là, c'est très bien. Pour ces gens-là, c'est très bien. Moi, la question UFC, c'est juste difficile pour. En fait, il y a deux cas où tu arrives au stade où ça devient compliqué pour toi financièrement. Quand t'es quelqu'un qui a accompli énormément sportivement, mais que les gens ne te regardent pas. Et C'est quand qui? et Donne-moi un quand t'es une exemple. superstar. Dimitrius Johnson. Dimitrius Johnson. Dimitrius Johnson qui est donc parti au One. Mais c'est sa KT qui fait ça. Et Francis C'est que Ngannou. Plus récemment. Où t'as accompli sportivement, mais dans le sens où, tu non, vois, là non, où. mais personne, Vas-y. personne ne discute qu'il a accompli. Lui, il a accompli, Ouais. Francis. Il n'y a rien à dire. Dimitrius, ils ont accompli. Ce que je t'ai dit juste, c'est que ce n'est pas tous les départs que tu dois considérer comme mauvais départs. Mhm. Je vais encore faire une digression et revenir sur les sociétés. Dans ta société, la sueur, il y a eu beaucoup de départs. Quelques-uns quand même. C'est pas pour ça que la croissance de la sueur s'est arrêtée. Moi, au MMA Factory, il y a eu une tonne de départs. Mais les départs que j'ai bénis même, c'est qu'il y a des départs où tu bénis le départ et pourtant la personne, elle est qualitative. Mais tu compares et tu te dis, où je conserve cette qualité-là, où je laisse cette qualité contaminer une mentalité que je n'aime pas dans le reste de l'écosystème. Bah, je préfère laisser partir et qu'ils deviennent un beau sailleur. Et tu vas observer en général, ces personnes ne deviennent pas des beaux sailleurs. En général, tu vas voir que ce n'est pas si brillant que ça quand c'est parti. Parce qu'on sous-estime la force de l'UFC quand tu y es. Quand tu sors de l'UFC, Dimitrius Johnson, avec la puissance qu'il avait, pourquoi il ne brille pas, il n'explose pas au One FC? On est entièrement d'accord là-dessus. Moi, c'est juste, en fait, quand je te disais ça, c'est juste sur le bonus au salaire où, en gros, tu vois, par exemple, en NBA, quand t'es dans l'équipe type de la saison, tu accèdes automatiquement tu as le droit d'être payé le maximum. Mais il n'y a personne qui donne des bonus pêle-mêle comme l'UFC, frère. Combien de fois on va l'expliquer? Oui, mais Fernand, mais tu sais bien que les bonus, ils ont même baissé. Tu sais, avant, c'était 60 000, maintenant, c'est 50 000. Donc, même si tu prends l'inflation. Mais moi, je ne te parle pas de ces bonus-là. Ah oui, tu parles des bonus de vestiaire. Mais oui, Ah. je t'ai dit que c'est un arrosage automatique. Est-ce qu'on peut avoir du concret là-dessus? Non. Écoute bien ce que je t'ai dit. Vas-y, vas-y. L'UFC, c'est mauvais pour les gens qui ne performent pas ou ne performent plus, ou alors pour les gens ne performent plus, que ce soit sportivement ou médiatiquement. Quand je parle médiatiquement, je parle de pay-per-view. Il n'y a pas dans l'UFC un mec qui performe et qui est lésé. Ça veut dire que, tu vois, quand il y a des gens qui se plaignent et qui disent je ne combats pas, je ne combats pas. Frère, tu ne combats pas parce que tu n'as pas tapé dans l'œil de celui qui fait combattre. Moi, c'est simple. Un mec arrive avec le spectacle, l'agressivité comme Abdullah Abdouragimov, je le fais combattre
tous les jours. Écoute bien, je vais trouver de la place pour lui. Écoute bien ce que je te dis. Tu arrives, tu es spectaculaire. Tu vois là, il y a un jeune, Youssouf Binaté, il était parti. Il avait des problèmes de famille, il est allé en Afrique et tout, machin, il revient et il dit je veux combattre. Bah, guess what? Je suis en train de le chercher en combat pour le 23 juin. Parce qu'il le vend. Parce que quand il combat, il met le feu. Ce que je t'ai dit, c'est que c'est simple. Tu vas à l'UFC, tu fais la politique de Chimaev. Alors, pas Chimaev de maintenant, parce que maintenant, il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne se dit pas. Mais il y a un souci administratif qui fait qu'il ne peut pas combattre et c'est pour ça qu'on recule la date et on recule. Tu arrives dans mon organisation et tu fais ce que Chimaev a fait à l'UFC, combattre 3 combats en 2 semaines, mais je te fais combattre toutes les semaines. Je te fais riche à mort. Parce que quand tu es riche, je suis riche. C'est du bon sens. Dès que tu vois qu'un mec se plaint beaucoup, observe, il y a une lacune quelque part. Soit sur la visibilité et qui ne vend pas assez, soit sur la performance sportive. Parce que il ne combat pas, il n'apporte pas un show qui permette que le matchmaker le fasse combattre régulièrement. Soit les deux. Aussi simple que ça. C'est qu'aujourd'hui, la synthèse des managers, tu sais, pendant longtemps, on a des réunions des managers, on discute, on a des amis managers, on discute, on dit, mais qu'est-ce qu'il a, Sean? C'est quoi son algorithme, en fait? Je comprends pas pourquoi il a Donc fait combattre Sean Shelby tel. qui est matchmaker de l'UFC, ouais. Voilà. Pourquoi il a fait combattre un tel et tout, et pourquoi il a laissé un tel? Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a sorti un tel? Tu sais, c'est quoi la synthèse de sa vision à lui? La synthèse que je me suis faite et que mes collègues et moi, on s'est fait sur comment fonctionne son algorithme, c'est simplement combat tout le temps, prends n'importe qui. Combat spectaculaire et parle, vends ton combat. Dès que tu fais ça, il n'est pas dans le sentiment. C'est que Mick est dans le feeling, l'émotion. Mick Ménard, le matchmaker des poids lourds, des filles. Hunter, le grand matchmaker de ceux qui font les ceintures et tout, il est dans l'émotion, le feeling. Il aime ou il n'aime pas. Ça discute, c'est bien. Sean n'a pas d'affection. Il est pragmatique. Comme je t'ai dit, si tu veux faire... Tu vois les gens qui viennent dire, oui, Sean, là, je peux pas combattre là et tout, parce que lui, je le connais, on s'était entraîné ensemble et tout, à une époque et tout. Ok, merci, pas de problème. C'est fini. 1 an. Comptez 1 an. Tu ne combattras pas bientôt. Salut, Sean, je voulais te dire, lui, là, je peux pas combattre et tout, parce que bon, j'ai besoin de vacances. J'ai combattu un peu là, je suis un peu fatigué. Lui, va te mettre vraiment en vacances. Ok. C'est comme ça l'algorithme des entrepreneurs. Il ne réfléchit pas avec des émotions ou quoi que ce soit. C'est pragmatique. Concrètement, qu'est-ce que tu produis? Si tu produis, bah, je te remets tout le temps. Parce que tu produis. Et donc, tu vas dire, mais comment ça se fait, Cowboy Cerrone, il enchaîne des combats, le mec, il ramasse, il enchaîne des combats. Bah, tu dis qu'il n'est pas riche et qu'il ne fait pas des PPV à 1 million, bah, il n'a même pas besoin de faire des PPV à 1 million. Parce que tous ces combats, il ramasse 800 000. Et donc, 800 000, comme il combat 6 fois à l'année, bon, tu fais le calcul, il est riche, le mec. C'est aussi simple que ça. C'est qu'est-ce que tu peux poser sur la table avant de te reprocher aux autres? La plupart des plaintes que vous aurez, c'est juste des plaintes des gens qui n'ont pas encore posé sur la table. De manière générale, si tu donnes quelque chose sur la table et que tu donnes régulièrement, tu finis par être riche. Et ben voilà, parfait. Bah, c'était donc la question sur le partage de revenus à l'UFC. Vous avez maintenant une idée de comment ça se passe. Et point important qu'il faut préciser, oui, pour les autres organisations, le partage de revenus est supérieur parce qu'aussi les revenus sont moindres pour les organisations. Donc forcément, si vous avez moins de revenus, la part qui va aux combattants
augmente. Donc c'est compliqué de comparer l'UFC au Bellator et aux autres organisations parce qu'elles sont pas à ce niveau de revenus là. Et puis qu'on peut dire quand même, hein, c'est l'UFC l'étalon or un petit peu pour tout ce qui est MMA. Fernand, merci beaucoup. Rendez-vous le 23 juin pour Ares Fighting Championship volume 16 avec Baysangour Shamsoniov pour son premier main event pour la ceinture Ares FC. Ça promet. Contre un vétéran de l'UFC. Et puis en main event. Oui, mais oui, en main event, le grand frère de Nassourdine Imavov qui, là c'est quoi? On entame un nouveau... Parce que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, Daguerre. Est-ce qu'on entame un nouveau run avec objectif de ceinture? Comment ça se passe exactement là? Bah, c'est un nouveau run avec envie de tout déchirer. Voilà, c'est juste un nouveau run avec. Il a pris du temps pour la famille, du temps pour se reposer. Il est de retour, il a faim, il s'entraîne et puis il est motivé par son petit frère et ça fait voilà quoi. Il s'attire vers l'avant et donc c'est bien. Et donc il fait le common event aussi contre un vétéran de l'UFC, donc ça va être bien. Et puis en common event, on a Alioune Ndiaye qui fait son retour, un gros cogneur. Et puis, il y a il y a deux combats à ne pas louper. Il y a deux combattants à ne pas louper qui me plaisent beaucoup sur cette Fat 4. C'est, comment il s'appelle? C'est Ilian Boafia. C'est un jeune qui vient de Lille. Il a son frère, Souaib Boafia, qui est à l'équipe de France de boxe anglaise. Et ce jeune-là, Ilian, c'est l'un des sparring principaux de Shimaev. Et c'est l'un des sparring principaux de Volkan Ozdemir. 84 kilos. Je n'ai pas envie de mettre l'œil sur lui, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, j'ai un gros regard dessus. Et puis, il y a le retour de Kenzo. Je vais voir ce qu'il va faire et ça va être super intéressant. Et ben voilà, à la semaine prochaine.